Donc, si j'appuie sur ce bouton, ça devrait charger. En fait, ça charge 8 volts. Allez. C'est génial! Vous êtes-vous déjà demandé si on pouvait construire un vélo électrique sans électronique? Par sans électronique, j'entends que je me base sur la définition donnée par Google. L'électronique est une branche de la physique et de la technologie dédiée à la conception de circuits avec transistors et microprocesseurs. Nous devons quand même utiliser quelques fils et une pile, mais je veux que tout le reste soit mécanique. La plupart des vélos électriques modernes utilisent un moteur brushless à courant continu, car il est extrêmement puissant et efficace au regard de sa taille. Il requiert aussi un contrôleur électronique de vitesse pour fonctionner. Donc, vous ne pouvez pas simplement brancher une batterie et partir. Mais que se passerait-il si c'était possible? C'est un moteur à interrupteur Reed, nommé d'après cette petite capsule verte située sur le côté, appelée interrupteur Reed. Lorsqu'un aimant approche de l'interrupteur, il se ferme et laisse passer le courant. Ces bobines agissent donc comme des électroaimants. Lorsque les aimants permanents passent devant l'interrupteur Reed, le courant alimente les bobines, ce qui accélère les aimants vers la droite et entraîne la rotation du moteur. J'ai précédemment monté un moteur à interrupteur Reed dans une petite voiture jouée. Elle fonctionnait très bien, consommant peu d'énergie et se rechargeant avec une simple poussée. Alors, agrandissons ça et mettons-le sur un vélo. Cette version plus grande présente quelques petites différences, mais elle fonctionne essentiellement de la même manière. Cependant, un reed switch du commerce ne supportant pas plus d'environ 1,5 ampère, j'ai dû fabriquer mon propre reed switch surdimensionné. C'est simple, 2 bandes métalliques séparées par un espace, comme l'interrupteur Reed. Et lorsque l'aimant passe à côté, l'une des bandes est attirée vers l'autre et alimente les bobines. Ce moteur a toutefois très peu de puissance, principalement parce qu'il ne comporte que 6 aimants par rotor, ce qui signifie que les bobines ne peuvent pousser la roue que 6 fois par rotation. Cependant, si nous augmentons le nombre d'aimants, nous devrions pouvoir augmenter la puissance de sortie. J'ai donc construit ce moteur avec 16 aimants, au pôle magnétique alterné, ce qui lui confère un couple bien supérieur. En revanche, le reed switch a dû être modifié car l'alternance des aimants perturbe le timing. J'ai mis un aimant sur la bande flexible pour qu'il soit attiré uniquement par les aimants au pôle opposé, tournés vers l'extérieur. Des problèmes de connexion électrique apparaissent, car les bandes de nickel se dégradent avec les étincelles au fil du temps. J'ai tenté d'utiliser un contact en carbone, comme dans les moteurs électriques à balai, mais il a laissé de la poussière sur la bande, empêchant un bon contact. Et j'ai finalement trouvé ces petits interrupteurs, qui sont apparemment conçus pour supporter 15 ampères, et j'en ai récupéré les contacts, qui jusqu'à présent semblent beaucoup mieux tenir le coup. Commençons à construire le vélo électrique. Le vélo que je vais utiliser a un cadre tubulaire simple, ce qui le rend facile à concevoir. Un modèle 3D dans Onshape, un logiciel de conception assisté par ordinateur en ligne, me permet de concevoir un support moteur monobloc pour ce vélo électrique. Pour créer vos propres projets, comme celui-ci, je recommande vivement Onshape. Je peux ensuite exporter le design et commencer l'impression 3D, ce que j'ai décidé de faire sur les Formlab, Form 4 et Form 4L. La capacité de fabriquer de grandes pièces solides, tout en étant très précis, est parfaite pour ce projet. C'est un support de moteur et un noyau de moteur qui vont littéralement maintenir tout le système ensemble. C'est génial de pouvoir le fabriquer en une seule pièce. Je peux ensuite installer les roulements et vérifier si mon design s'adapte au cadre du vélo. Et maintenant, nous avons un support solide pour fixer tous les composants. J'ai imprimé en 3D les bobines avec de la résine transparente. Elles devraient donc être visibles de l'extérieur du moteur. Ces bobines font chacune 300 tours et elles sont soudées 2 en série et seront finalement 8 en parallèle, ce qui fait un total de 16 bobines et 4800 tours de fil. Ce qui, à mon avis, a l'air génial et peut-être un peu ridicule sur un vélo. L'étape suivante consiste à fabriquer les rotors, qui vont contenir les aimants, et vous remarquerez peut-être que ce rotor a beaucoup plus d'emplacement pour les aimants que le moteur prototype. Et c'est parce que je suis récemment tombé sur ce qu'on appelle un Holdback Array, comme on peut le voir en regardant le moteur prototype de côté. Une bobine est prise en sandwich entre 2 aimants, et l'on cherche à maximiser le champ magnétique entre ces 2 aimants. Donc, lorsque l'on applique de l'énergie aux bobines, on maximise le couple de sortie. Donc, si nous prenons les aimants alternés du rotor et que nous plaçons des aimants plus petits entre eux, dans cette orientation perpendiculaire, on peut rediriger une partie du champ magnétique d'un côté, rendant un côté plus fort, l'autre plus faible. C'est ce qu'on appelle un Holdback Array. Donc, si nous faisons cela de manière à ce que les côtés les plus forts soient tous deux orientés vers l'intérieur, vers les bobines, nous devrions pouvoir augmenter le couple. Et j'ai en fait construit un autre prototype de moteur pour tester cette théorie. Il a clairement bien plus de puissance.
J'ai même dû monter l'interrupteur Reed plus près du rotor, car le champ magnétique à l'extérieur du moteur est bien plus faible. Ce design final comprend 20 aimants principaux et 20 petits formant la matrice de rappel, soit un total de 80 aimants. Avec les deux rotors, et ceux-ci peuvent être montés sur l'arbre et la poulie d'entraînement avant d'être fixés au moteur, ce qui nous permet de placer un rotor de chaque côté du vélo pour prendre les bobines en sandwich. Nous pouvons maintenant installer l'interrupteur Reed sur le moteur et procéder au test. Une fois tout câblé, je devrais pouvoir contrôler la puissance du moteur avec cet interrupteur. Bien que le courant reste largement en dessous des 15 ampères pour lesquels ces contacts sont prévus, ils brûlent assez rapidement ou se soudent parfois entre eux, bloquant le moteur. Mais j'ai encore une dernière idée pour que ça fonctionne, et la solution potentielle, c'est le tungstène. Le tungstène possède le point de fusion le plus élevé des métaux, à environ 3400 degrés Celsius, soit 1000 degrés de plus que l'acier. J'ai commandé des baguettes de soudure en tungstène pour créer des contacts de commutateurs Reed plus durables, mais j'ai rapidement rencontré un premier problème. Il semble que le tungstène ne puisse pas être soudé, du moins avec la soudure dont je dispose, et aux températures que peut atteindre mon fer à souder. Ma solution consiste à utiliser la soudure comme une liaison mécanique avec le tungstène, un peu comme si je sertissais un fil. J'ai donc limé quelques encoches dans la tige de tungstène afin de donner à la soudure une meilleure accroche. J'ai ensuite enroulé la bande de nickel autour du tungstène et je l'ai remplie de soudure. Quand le tungstène est inséré dans le tube de soudure en fusion puis refroidi, cela les fixe ensemble. Avec une bonne connexion électrique, cet interrupteur en tungstène est sans doute mon dernier espoir pour faire marcher ce vélo. Tout est câblé, cela va-t-il résister aux étincelles ? Honnêtement, je n'arrive pas à exprimer à quel point je suis heureux que ça fonctionne. Le tungstène ne s'est pas dégradé après un long fonctionnement et les étincelles ont aussi diminué. J'ai ensuite imprimé en 3D une grande poulie destinée à entraîner la roue arrière. Elle se monte sur la roue grâce à une découpe qui s'ajuste sur le pignon d'origine du vélo et était maintenue en place par des boulons. Une fois la courroie installée et correctement tendue, le vélo est quasiment terminé. Je souhaite ajouter un dernier élément pour parfaire l'esthétique mécanique du vélo. Un voltmètre analogique permet de vérifier le niveau de batterie. Il s'intègre parfaitement au centre du guidon. J'y ai également monté 2 interrupteurs, ainsi qu'un câblage un peu désordonné. Cela devrait permettre à un interrupteur de contrôler l'alimentation du moteur et à l'autre de permettre, je l'espère, la recharge régénérative de la batterie. Ou, dans ce cas, un petit pack de supercondensateurs. Je pense que je dois expliquer le but de ce montage. Les moteurs électriques classiques ont des noyaux en fer, ce qui amplifie énormément la force électromagnétique des bobines. Cependant, cela crée également une résistance lorsque le moteur est éteint, car les aimants sont attirés par le noyau. Alors que ce moteur est presque entièrement fabriqué en plastique, à part quelques boulons et les bobines, ce qui signifie qu'il offre très peu de résistance lorsqu'il tourne sans alimentation. L'idée est qu'il agira comme un vélo classique, avec une légère résistance de la courroie, ce qui reste minime. Et puis, quand je descends une colline ou que je veux ralentir, je peux utiliser le moteur comme générateur pour charger ces condensateurs, puis, une fois qu'ils sont chargés, j'espère que ce sera suffisant pour me donner un petit coup de pouce quand j'en aurai besoin. Alors voyons si ça fonctionne. Donc je suis ici, par une belle matinée froide de décembre en Grande-Bretagne. Les condensateurs sont déchargés, comme le montre le voltmètre. Et si je bouge le guidon, on peut simuler une charge, mais évidemment ce n'est pas une vraie charge. Prenons le vélo pour une balade. Oh, on dirait que les condensateurs se chargent, même si je n'ai pas encore actionné l'interrupteur de régénération, ce qui est étrange. Et il ne semble pas y avoir beaucoup de résistance sur les pédales, ce qui est sans doute une bonne chose si ça se recharge aussi facilement. Les reed switch sont un peu bruyants. Leur volume est probablement comparable à celui d'un moyeu à roue libre bruyant, mais en pire, puisqu'ils font du bruit en continu. Je descends une côte et je vais appuyer sur le bouton de régénération. Ça se recharge un peu plus vite maintenant. On est presque à 10 volts. Waouh, je pense que ces condensateurs sont conçus pour environ 18 volts. Donc on est largement dans la zone de sécurité pour le moment. D'accord, donc j'arrive sur du plat maintenant et je vais arrêter le vélo. On est à environ 12 volts et demi, 13 volts, alors voyons si on peut utiliser cette énergie pour reprendre de la vitesse. Ça me propulse
mais il n'y a pas beaucoup de puissance. Ouais, donc on a perdu environ 5 volts pour reprendre de la vitesse, et maintenant ça ne se vide plus. Parce que c'est le régime maximal que le moteur peut atteindre à cette tension. Donc on est remonté à 11 volts, et je vais appuyer sur l'accélérateur pour voir si on peut monter cette cote. Ouais, il n'a pas vraiment assez de puissance pour monter des cotes. J'ai l'impression que ce vélo coche 2 des 3 cases que je voulais au départ. Il se recharge de façon régénérative et il offre très peu de résistance quand on roule sans assistance. Il manque de puissance pour être une vraie option de vélo électrique et sa mécanique n'est pas aussi satisfaisante à cause des bandes métalliques du ride. Les interrupteurs doivent souvent être ajustés car si je roule trop vite, ils entrent en résonance. Du coup, ils se retrouvent soit trop loin du contact en tungstène, soit trop près, ce qui provoque de grosses étincelles. Et si on utilisait le freinage régénératif du vélo pour recharger autre chose? Comme le moteur est câblé, tout comme ma génératrice à manivelle, il génère du courant alternatif en tournant. Avec 4 diodes pour un pont redresseur complet, les condensateurs devraient se charger plus vite. On peut ensuite brancher les condensateurs à un régulateur USB pour exploiter l'énergie stockée. Par exemple, pour charger mon téléphone en roulant, la charge ne marche pas si les condensateurs sont sous 8 volts. En appuyant brièvement sur le bouton de régénération, on augmente vite la tension, puis l'énergie se libère lentement dans mon téléphone. Sur 6 km, soit 3,7 miles, j'ai descendu environ 55 mètres et rechargé mon téléphone à près de 10%, ce qui est plutôt bien. Je l'ai seulement utilisé en descente ou pour freiner. Une fois, la descente était si longue que je craignais de surcharger les condensateurs, alors j'ai relâché l'interrupteur. Je sais qu'il existe des lampes de vélo avec générateur, mais elles ajoutent une résistance constante à la roue quand elles fonctionnent. Ce système permet de recharger vite les condensateurs en freinant ou en descente, puis l'énergie se libère lentement. Recharger mon téléphone, ma lampe de vélo ou tout autre appareil, c'est en fait de l'énergie gratuite. Sans ce système, toute l'énergie serait perdue en chaleur et userait mes plaquettes de frein. Merci beaucoup d'avoir regardé.